Bien, bah, écoutez, merci à tous d'être là et désolé pour ce petit retard dû à quelques problèmes techniques. Alors, nous sommes aujourd'hui sur la 8e journée de la transition numérique e-Futura. Avant de passer à cette très belle journée sur l'intelligence artificielle, je vous propose quand même de suivre un petit peu une présentation de notre association. Alors le planning, ça serait, bon, c'est l'introduction avec un petit peu de retard. La première table ronde ensuite va démarrer, donc je dirais dans 5-10 minutes, un déjeuner et ensuite la deuxième table ronde. Alors eFutura est une association professionnelle qui regroupe les acteurs de la transition numérique dans le document et la data. Nous avons trois groupes, je dirais, d'adhérents. Le premier regroupe les fournisseurs de solutions, qu'ils soient éditeurs, hébergeurs, consultants, formateurs, etc. Le deuxième, les grosses associations professionnelles et les clients des utilisateurs des solutions. Et enfin, le troisième, tout ce qui concerne les universités, les organismes de recherche, les organisations comme le SIAF, qui est le service interministériel des archives de France, etc. Donc, nous avons trois objectifs. Le premier, l'engagement professionnel, c'est de participer à l'évolution des normes dans nos domaines. Alors, nous participons aux organisations françaises, donc AFNOR Certification et AFNOR Normalisation, européennes avec le CEN et l'ETSI, et internationales avec l'ISO. Donc, dans nos domaines, qui sont la gestion de documents, l'archivage électronique, la numérisation, les gestions de processus, les métavers, l'intelligence artificielle. Donc, nous sommes vraiment avec toutes les sociétés et personnes concernées pour permettre de réfléchir et de faire évoluer ces différentes normes. Le deuxième élément, c'est bien sûr faire notre écosystème travailler ensemble, donc faire du réseautage. Nous avons des petits déjeuners, nous avons des after-work, la matinale de la transition numérique qui va regrouper, je dirais, les responsables des groupes de travail pour informer des évolutions de ce que nous faisons, des dîners-conférences, alors là qui sont réservés aux adhérents. Il a lieu 2 fois par an. Nous avons eu un premier dîner avec Marc Tiercelin, qui est un navigateur qui a fait 5 tours du monde en solitaire, qui est en même temps un chef d'entreprise, donc il nous a donné un petit peu son point de vue de sportif et chef d'entreprise. Vous avez eu Christophe Copin, qui est un ancien responsable du RAID, qui lui a donné un petit peu son approche de la négociation, comment négocier, ça nous sert bien sûr à nous autres aussi, chefs d'entreprise. Michel Tornini, qui est astronaute, qui est un des premiers astronautes, qui est le premier peut-être astronaute français à avoir été dans l'espace, qui a sélectionné les différents astronautes qui sont français actuels et qui est vraiment quelqu'un de très très gentil et très haut niveau. Et le prochain dîner pour les adhérents qui sont présents se passera donc en novembre ici, et c'est Michel Garcia. Michel Garcia est le concepteur, le créateur d'Everial. C'est un chef d'entreprise qui a un certain âge maintenant, puisqu'il a plus de 80 ans, mais il est toujours dynamique, il a créé plus de 60 entreprises, et il nous donnera son expérience de chef d'entreprise et comment sa vision, je dirais, de la manière de gérer peut-être une entreprise. Et le troisième point, qui pour nous est très important, concerne les réflexions sociétales. Quels peuvent être l'impact de la transition numérique sur la société? Donc cela concerne une journée, celle d'aujourd'hui, où nous allons avoir un grand débat sur des sujets. Alors il y a par exemple 3 ans c'était sur l'éthique, l'année dernière sur les métavers et cette année donc sur l'IA. Alors ce qui est amusant, c'est que nous choisissons notre sujet, je dirais au mois d'octobre, à peu près fin octobre. Donc, on a eu un débat cette année. Qu'allons-nous faire sur cette 8e journée? Est-ce qu'on va faire l'IA? Est-ce qu'on va faire la partie sécurité? Enfin, finalement, l'IA a été choisie. Et à notre grande surprise, ensuite, ChatGPT est sorti et tout le monde ne parle que de ça. Mais sachez que nous étions les premiers à avoir décidé de ce sujet. Voilà, donc... vous avez les différents sujets. Et aujourd'hui, donc, l'IA. Donc, vous voyez, je suis très court. On va s'arrêter là. Ceux qui sont intéressés par avoir plus d'informations sur notre association, n'hésitez pas à nous contacter. Maintenant, je souhaiterais remercier nos sponsors sans qui cette journée n'aurait pas pu avoir lieu. Nos sponsors Gold, Everial et Intalio. Alors, Everial est une société qui existe depuis plus de 30 ans et qui développe des solutions sur toute la chaîne documentaire.
Les collaborateurs Everreal sont experts de toute la partie numérisation, donc collecte, tri, dématérialisation, authentification et du traitement de tout type de documents, aussi bien ainsi que de leur archivage, aussi bien archivage papier d'ailleurs que numérique. Intalio, notre deuxième sponsor, merci donc Maroun, le responsable, un des responsables Europe est ici. Forte de 30 années d'expérience, Intalio se donne la mission d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Donc elle se distingue par son innovation permanente dans les domaines des services de contenu, c'est vraiment notre ADN, des gestions de processus en intégrant des technologies innovantes, bien sûr, telles que l'IA, je crois qu'aujourd'hui c'est incontournable, et des architectures microservices qui permettent ainsi aux applications d'être robustes et modulaires avec une application no-code, low-code. Je pense que les spécialistes comprendront ce que ça veut dire. Nous sommes éditeurs et intégrateurs. Alors je dis nous parce que je fais partie d'Intalio. Donc nous sommes éditeurs et intégrateurs. Intalio est devenu l'un des acteurs majeurs de la transformation numérique aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Et enfin, Guindé 2000, notre ami Ibrahima n'est pas encore arrivé. Guindé 2000 est une entreprise sénégalaise à vocation africaine. Alors Guindé 2000 est spécialisée dans la dématérialisation et la construction du guichet unique digital. Cette société existe depuis 2002, donc depuis plus de 20 ans, et a réalisé des projets dans plusieurs pays africains. Elle a été plusieurs fois primée, et elle est certifiée ISO 9001 et 27001. Et Ibrahima, qui est le DG de cette société, donc, nous fait le plaisir d'être là et il fera partie de la deuxième table ronde cet après-midi. Donc merci à ces sponsors. Merci également aux partenaires presse, Archimag, CIO Mag et GPO Magazine, qui nous font le plaisir de nous aider à communiquer sur cet événement. Maintenant, nous allons passer à cette première table ronde tant attendue. Donc, j'appelle Vladimir, qui est l'animateur de cette table ronde, et je te laisse la parole. Merci Jean-Pierre. J'invite nos invités à me rejoindre sur scène. Plus d'une heure et demie pour pouvoir échanger. Profitons de ce moment pour pouvoir dérouler la pensée. On sort du format ex-Twitter, X, avec des formats très courts. On doit être en punchline en permanence. Là, l'idée, c'est de pouvoir prendre notre temps, de dérouler la pensée. Donc, n'hésitez pas aussi à réagir sur les propos des uns et des autres. On a beaucoup de sujets à aborder. Peut-être qu'on ne les abordera pas tous, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on puisse approfondir un petit peu dans différents domaines. Première question qui va s'adresser à tout le monde, j'aimerais avoir vos regards, c'est qu'est-ce que c'est que l'IA ? Parce que ça paraît simple, voilà, c'est dans la bouche de tout le monde, intelligence artificielle, mais qu'est-ce que c'est ? Peut-être que tu peux démarrer ? Je l'enseigne, donc l'intelligence artificielle... Expliquez à ma grand-mère. Hein. Oui. Elle est où ta grand-mère ? L'intelligence artificielle, d'abord, c'est pas intelligent, hein, c'est de l'imitation. Et je crois qu'il faut revenir sur l'idée préconçue de faire des machines intelligentes. Maintenant, on parle d'intelligence pour tout, la voiture intelligente, le frigo, etc. Donc, arrêtons avec ce mot intelligence. C'est de l'imitation de nos capacités, alors de capacités cognitives, d'ailleurs de perception, de raisonnement et de génération, de production d'informations, que ce soit des vidéos, du texte. Et donc, on a beaucoup de capacités qui étaient réservées à l'humain que l'on essaie d'imiter dans la machine. Et la machine n'a pas de corps, elle ne ressent pas comme l'humain, donc elle encode des données de façon différente. Et donc l'intelligence artificielle, c'est le fait d'essayer de construire ces outils pour nous, mais il ne faut pas confondre l'utilisation de ces outils avec l'idée que certains vont propulser beaucoup en marketing d'une intelligence supérieure. Ça n'a rien à voir. En fait, l'IA, c'est une copieuse qui est super balèze en maths et qui a pour vocation à essayer de copier ce que tu fais dans ton quotidien, en entreprise, des tâches. Mais elle a un truc qui est quand même vraiment pas mal par rapport à toi, c'est qu'elle a une capacité de calcul qui lui permet de faire des choses beaucoup plus rapidement que toi. Et qui, plus le temps va passer, elle va devenir incontournable et indispensable. Et je reviens sur ce que tu disais, donner une définition de l'IA pure, je ne veux pas dire que c'est impossible, mais il peut y avoir autant de définitions que de cerveau. Donc, On fantasme sur le modèle américain de l'innovation, super. Faut regarder la société américaine dans son ensemble. Ils innovent beaucoup. À quel prix ? À quel prix ?
Elon Musk innove beaucoup, il fait des choses super. Quand on regarde ce qui se passe sur X, on aurait peut-être envie qu'il innove un peu moins sur son rapport à l'information. Donc l'IA, en fait, nous interroge sur notre projet de société. Je crois que le gros problème, il n'est pas est-ce que la réglementation étouffe l'innovation ou pas. C'est une manière de détourner le débat. Moi, je vous rejoins complètement. J'y crois pas une seconde. Il est sur le budget, il est sur l'argent, point barre. Ou est-ce qu'on choisit, chaque État ou chaque groupe d'États, si on considère l'Europe, parce que c'est à cette maille que ça se joue, de mettre de l'argent. Et en Europe, on ne choisit pas de mettre de l'argent sur la tech. On n'a pas encore compris que la technologie avait un impact au moins économique, si on considère que sur la sphère de l'argent, encore une fois, majeur. Quand les Américains l'ont très bien compris, quand les Chinois l'ont très bien compris. Et donc, vous regardez, j'ai vu une intervention de Jean-Noël Barrot, le ministre chargé du numérique, le ministre délégué au numérique, il y a 2 semaines, qui était hyper content qu'une start-up de l'IA en France qui s'appelle Mistral AI, je vais vous en reparler, ait levé 200 millions d'euros. Waouh! C'est nul. Dingue! Alors c'est génial, il faut rester positif, c'est génial pour l'Europe, c'est génial pour la France, c'est génial pour Mistral. Mais on parle de milliards et de milliards de milliards. Il faut regarder les écarts entre les budgets R&D qui sont mis dans des grandes sociétés aux États-Unis, Amazon en premier lieu, mais aussi Microsoft, OpenAI et compagnie, par rapport aux centaines de millions dont on se dit cocorico, on a une entreprise qui a levé 200 millions d'un coup. C'est invraisemblable à quel point on n'est pas au niveau de politique il est sur là, ces sujets. Point barre. Il n'est pas sur le fait qu'on régule trop, sur le fait qu'on ne sache pas innover, qu'on n'ait pas une recherche externe. Pas du tout. C'est l'argent. Point barre. Moi, je pense que les plus grands freins à apprendre à parler IA, c'est que la plupart des gens pensent que l'IA, c'est un domaine des mathématiciens, c'est un domaine des informaticiens, c'est un domaine des développeurs, c'est un domaine des gens qui sont plus intelligents que moi, parce que c'est intelligence artificielle. Et puis aujourd'hui, moi j'enseigne l'IA et je l'enseigne à des journalistes, à des médecins, à des boulangers, et en plus avec des outils no-code. On va parler plus tard peut-être de ce que c'est, mais du coup il ne faut pas être informaticien, il ne faut pas être mathématicien, il ne faut pas avoir un prix Nobel des mathématiques pour s'intéresser à l'IA. Et moi je pense que les IA génératives aujourd'hui elles sont à la portée de tous. Alors ChatGPT aujourd'hui dans mes cours, je demande qui ne connaît pas. Il n'y a personne qui lève la main. Tout le monde a déjà utilisé, ça s'est fait tout seul. Après je vais sur d'autres qui ne connaissent pas Midjourney. Alors là, il y a un peu moins. Qui ne connaît pas les intelligences artificielles capables de générer des sons, des vidéos, ça c'est autre chose. Mais déjà, je pense que c'est notre curiosité naturelle qui nous pousse à expérimenter, à toucher. C'est la meilleure façon d'apprendre. Toi qui es présent à la fois dans la transformation de l'État, dans l'enseignement et dans la tech, est-ce que l'IA n'engendre pas une sorte de fracture de la société ? Oui, je pense que la question a tout son sens. D'abord, je reviendrai sur la notion de peur, parce que souvent on dit faut-il avoir peur de l'IA ou pas ? Et je prendrai une sagesse africaine qui dit on n'a pas peur du lion lorsqu'il est en cage. On n'a pas peur du lion lorsqu'on est en cage. On a peur du lion quand on est en face de lui et qu'il n'y a rien entre nous. Et je dirais que c'est la même chose aujourd'hui pour l'IA. Avoir peur de l'IA, c'est simplement lorsqu'on est désarmé par rapport à cela. Et nous touchons à un sujet qui est en corrélation avec l'être humain. L'être humain, pour moi, c'est essentiellement 2 choses. C'est la relation et c'est le raisonnement. Alors, aujourd'hui, la relation, elle a déjà été transformée par le digital. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu un mail, un SMS ou un... Voilà, rien de traditionnel. Et le fait que nous soyons déjà conditionnés par le digital dans nos relations fait que ce qui se passe derrière, parce que quelque part, on parle d'IA, mais l'IA, c'est sous le capot, j'allais dire. C'est une notion qui existe depuis longtemps, mais qui n'est peut-être pas en relation directe avec nous, mais est en relation avec ceux qui nous conditionnent. Ça veut dire que notre rapport au digital, il est déjà fixé. Nous sommes tous dépendants du digital, même si nous faisons parfois de la résistance, nous savons que nous sommes dépendants du digital. Et que le digital, maintenant lui-même, il devient dépendant de l'IA. Ce qui fait que la notion
avec laquelle nous allons pouvoir être conditionnés dans notre raisonnement, qui est l'autre dimension de l'être humain, est quelque chose d'assez perfide. Alors, on a beau mettre des réglementations, des normes et des standards, nos enfants de 10 ans ou moins de 10 ans, ils ne raisonnent pas comme ça, ils sont dans l'utilité. Mais sauf que leur appréciation de l'utilité est très sommaire. Ils ne savent pas parfois que c'est eux-mêmes qui sont la matière première plutôt que d'être ceux qui utilisent. Donc toutes ces choses-là, ça devient trop de choses, je pense, pour une seule génération à régler, parce que ça fait quand même un ensemble important. Et l'IA aujourd'hui, la manière dont il faudrait peut-être l'apercevoir au niveau des organisations, c'est comment est-ce que cette IA-là, je ne parle pas de normes et de réglementation, va-t-elle affecter le fonctionnement? Parce que l'être humain est impacté, mais l'être humain, c'est le consommateur. Donc le consommateur, c'est lui qui fait vivre l'entreprise. Si l'être humain est impacté, l'entreprise est indirectement impactée. Le moment est un peu particulier parce que si on avait posé les mêmes questions il y a un an, on n'aurait pas discuté dans les mêmes termes. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en un an sur ces questions-là. Et donc, c'est un peu ça qui me fait peur. C'est-à-dire qu'on va dire, est-ce que ça vous fait peur, l'IA, etc. Moi, ça ne me fait pas peur du tout. Ce qui me fait peur, ce sont les humains qui poussent ces solutions-là. Les humains, les entreprises ou certains. Disons, ça me fait un peu peur, effectivement, parce que c'est quand même un type d'IA actuellement qui est promu par ce type d'acteurs, et particulièrement en matière d'IA générative, vous voyez bien de quoi je veux parler, avec des offensives commerciales, grand public, gratuité, mais qui restent quand même propriétaires, etc. Et disons, c'est une façon de préempter le débat et le marché qui n'est pas très bonne pour la prise en compte de la diversité des solutions, la diversité des enjeux et la responsabilité de chacun des choix. Donc c'est un peu ça qui m'inquiète. Alors à partir de là, c'est vrai que l'idée qu'on a avec ces IA génératives à base de Large Language Model, on est censé tous se focaliser là-dessus, alors qu'il y a bien d'autres sujets et des projets qui étaient déjà en place depuis longtemps dans les entreprises et dans les labos, et que tout d'un coup, tout semble passer à la trappe dans cette affaire. C'est quand même un petit peu dommage, je pense. Donc j'espère que le débat permettra de remettre tout cela sur la table aussi. En revanche, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé d'un peu plus fondamental, c'est-à-dire que on a vraiment mis à disposition du grand public sur ces bécanes ordinaires, j'allais dire, une technologie dont les interfaces, l'interface conversationnelle change quelque chose. Ça, c'est vrai. On va en reparler, j'espère. Mais ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a une forme de, même si c'est encore très basique, de mon point de vue, mais il y a une forme de nouveau couplage que l'on a avec ces technologies, avec l'ensemble des systèmes intelligents d'information, etc. Donc là, il y a quelque chose quand même qui est en train de se passer réellement. Est-ce que l'IA doit être complémentaire et donc un outil à l'aide à la décision de l'être humain? Parce que c'est ça doit être une aide à la décision et ça ne doit pas prendre la décision à la place de l'humain. Donc pour ma part, aujourd'hui, en tout cas en Europe, c'est ce qui a essayé c'est ce qui est recherché. L'homme a toujours eu peur de ce qu'il ne connaît pas, par définition. Donc Internet, il y a 25 ans, c'était pareil. La seule différence, c'est qu'aussi, on est dans l'ère de l'immédiateté. On n'est plus, et lorsque vous indiquez effectivement que c'est une question de on doit tweeter de suite. En fait, tout doit être fait dans l'immédiateté. Aujourd'hui, il y a des erreurs humaines qui ne sont aucunement liées à l'intelligence artificielle, mais parce qu'on souhaite des réponses tout de suite, maintenant. Il y a des mots qui reviennent depuis que l'IA arrive, l'ego, la suprématie, mais à quelle fin? Et il y a un mot que j'aime bien, une matière qui est pour moi essentielle, c'est la philosophie. Et quelle est la sagesse et l'amour, hein, quelle est la place de l'humain dans tout ça? Et grâce à ChatGPT, parce qu'on parle beaucoup de ChatGPT, mais c'est pas que ça, hein, l'IA. On est tous d'accord pour que ce soit une aide à la décision, c'est un outil. Et il faut donner les moyens à l'humain qui maîtrise cet outil pour ne pas en subir les conséquences. En revanche, quand je vois les utilisations d'IA, notamment dans les réseaux sociaux, pour nous vendre, c'est du marketing à très haut niveau, mais à quel but? D'être les plus riches de la planète et pour faire quoi? Depuis des dizaines d'années, il y a de l'IA partout. Et comme on disait ce matin, hein, l'IA, si vous n'entendez pas parler, c'est parce que vous avez identifié une fonctionnalité qui sert à quelque chose. Tant qu'on ne sait pas à quoi ça sert, on dit c'est de l'intelligence artificielle. Comme ça, c'est facile, c'est le truc fourre-tout. Et après, on s'invente des fantasmes autour de ça. Aujourd'hui, on voit les entreprises, elles déploient en interne, des grosses, hein, j'entends, les petites, c'est plus compliqué, des plans stratégiques de déploiement de l'IA dans toutes les BU de l'entreprise. Mais c'est normal, on ne peut pas rester à la traîne sur ces sujets-là. En fait, aujourd'hui, ce qu'on dit aux entreprises, c'est
on l'a dit déjà ce matin, c'est sensibilisez-vous, acculturez-vous, formez-vous, essayez de comprendre à quoi ça sert. Pas besoin de savoir coder, pas besoin de savoir brancher son API d'IA. On s'en fiche en fait. C'est vraiment d'en comprendre les concepts pour pas se faire rattraper et dépasser par ceux qui savent l'utiliser. Mais comme à l'époque de l'arrivée de toutes ces technos numériques. On a développé un outil au Maroc où, en faisant voler des drones et en regardant les plantes, on fait 90% d'économie d'eau. Et l'eau au Maroc, ils sont à Strait-Cédric, la Mauritanie, etc. On est en train de déployer dans tout le monde entier. Et c'est grâce à des projets comme ça qu'on est arrivé à sensibiliser les jeunes, en faisant des hackathons aussi, en expliquant que si tu mets l'IA au service de l'humanité, tels que la santé, etc., et aux objectifs de développement durable, tu peux sensibiliser tout et chacun pour prendre part à cette révolution qui est extraordinaire.